qui rejoint un peu celle d'Alan Colmes, c'est de dire commençons par quantifier la gravitation. Et quantifier la gravitation, sachant que dans la théorie d'Einstein, l'espace-temps et son contenu sont solidaires. Il y a la métrique, l'espace-temps et la matière sont accrochés d'une façon insécable. Ça veut dire que quantifier la gravitation, c'est quantifier l'espace-temps. Donc il a une démarche, etc. Théorie de la gravité quantique à boucle. Maintenant, est-ce que ça autorise à dire que le temps n'existe pas? C'est-à-dire, c'est très facile de démontrer que, par exemple, le temps newtonien n'existe pas. Le temps caractérisé par Newton n'existe pas parce que la relativité l'a relativisé, justement. Et donc ce temps-là n'existe pas. Donc je peux tout à fait écrire le temps newtonien n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'espace-temps de la relativité. Mais vous voyez que pour dire que le temps n'existe pas, il faut avoir fait l'inventaire de toutes les propriétés que peut avoir le temps pour ensuite dire qu'elles ne sont pas dans la théorie. Autrement dit, pour dire que le temps n'existe pas, il faut savoir exactement ce que c'est que le temps. Comment vous faites pour le savoir s'il n'existe pas? C'est un peu le même problème que pour Dieu, si vous voulez. C'est démontrer que le Dieu de ceci ou le Dieu de cela n'existe pas. Pardon, démontrer qu'un Dieu qui aurait dit l'atome n'existe pas, c'est facile. Ou alors que c'est un Dieu qui avait tort. Mais démontrer que l'idée de Dieu n'a aucune correspondance dans le réel, c'est impossible. Parce que qu'est-ce que vous appelez l'idée de Dieu? Ça peut être le Dieu de Spinoza, un autre Dieu, etc. Donc démontrer que Dieu n'existe pas, ça suppose très exactement de savoir de façon absolument vissée ce qu'on appelle Dieu. Et pour le temps, c'est pareil. Par exemple, dans la théorie de Rovelli ou dans celle de Kohn, l'espace-temps, en effet, n'est pas donné a priori. C'est quelque chose qui est une émanation à une certaine échelle d'un inframonde dans lequel il n'y a pas d'espace et temps, mais simplement des relations causales. Vous avez des événements, vous n'avez pas le droit de dire qu'ils sont dans l'espace et dans le temps, mais c'est des événements qui sont reliés par des lois causales. C'est-à-dire une espèce de concaténation entre les événements. Mais qu'est-ce qui vous interdit de dire que cette relation d'ordre entre événements, c'est pas le temps? Je dois dire c'est le temps. Autrement dit, je peux le reconnaître dans cette situation si j'accepte de dire que le temps est une expression de la causalité. Donc voilà, moi je dirais que dire que le temps n'existe pas, c'est une phrase un peu trop commerciale pour être vraie. Bonsoir. Ceux qui parlent le mieux du temps, je pense que c'est les 5 génies de la chute des corps, qui revisitent les concepts d'avant, qui déconstruisent le temps d'avant, pour un Galilée. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Je disais que ceux qui parlent, pour prolonger la question, le mieux du concept du temps, de ce qui ne passe pas, ce sont les 5 génies de la chute des corps, de Démocrite, Aristote, Galilée, Newton, Einstein. Ils revisitent en quelque sorte l'image d'avant, qu'ils déconstruisent en totalité, à 100%, et ils en ajoutent une nouvelle équivalence quantifiée qui ne change rien, qui dit le contraire, mais qui ne change rien. Alors ma question, elle est double. La première, elle est en 1626 dans Le Passeur et en 1632 dans le dialogue entre les deux mondes. Galilée prononce un mot qui n'est jamais pris en compte par la physique aujourd'hui, le mot humainement. Oui. Ce mot humainement n'est pas traduit et donc n'impacte pas la philosophie mathématique d'aujourd'hui. La question que je vous pose, c'est est-ce que l'ontologie du mot humainement de 1604 ou de 1632 peut impacter le temps d'aujourd'hui, la science la plus pointue d'aujourd'hui? Autrement dit, est-ce qu'une image du temps d'avant peut impacter notre présent physique d'aujourd'hui? Est-ce que l'histoire de la chute des corps nous laisse le choix dans le chemin à prendre? Sachant qu'un génie est capable de... Vous disiez qu'on ne peut pas revivre un instant du passé, mais les 5 génies de la chute des corps sont les seuls, en tout cas les 3 galiléens, à être capables de prendre un ascenseur dans le sens inverse, de déconstruire par équivalence l'idée du passé
et de reconstruire un monde qui tient la route sans rien casser à aucun langage, ni philosophique, ni physique, ni ordinaire. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. C'est la question la plus passionnante que j'ai jamais entendue, mais j'ai pas tout entendu d'abord, mais dans ce que j'ai entendu, il y a des choses en effet importantes. Premier point, toute la physique est contrainte par le principe de causalité. Bon, le principe de causalité vous dit en fait qu'il faut distinguer entre le cours du temps et la flèche du temps. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas repasser dans le futur par un instant au travers duquel vous êtes passé dans le passé. Alors que la flèche du temps vous dit qu'un système physique ne peut pas retrouver dans son futur un état physique qu'il a connu dans son passé. Ça veut dire que la physique, elle distingue deux sortes d'irréversibilité. Il y a le temps qui est toujours irréversible à cause de la causalité, et puis il y a les phénomènes qui le sont ou qui ne le sont pas. Mais les génies de la chute des corps parlent du même phénomène et de la même image depuis le début. Oui, Depuis 2500 ans. absolument. Maintenant, le mot humainement. En effet, Galilée, il dit cette phrase, le langage de la nature, le livre de la nature est écrit, voilà, et sans lequel il serait humainement impossible d'en comprendre un seul mot. Et en effet, que veut dire humainement? Alors, vous dites que les philosophes s'y sont pas intéressés, c'est pas vrai. Husserl en parle, Kant en parle, etc. Mais vous voyez, c'est la question des mathématiques. Les physiciens, depuis Galilée, écrivent des équations. Bon. Ces équations donnent à la physique son efficacité. C'est quand même incroyable ce qu'on arrive à faire avec des équations. Et moi, j'essaie de montrer à mes étudiants le miracle. Vous écrivez des trucs au tableau. Alors, vous écrivez de Lagrangien des modèles standards. C'est quand même compliqué. Dans l'espace de Hilbert, je ne sais pas combien de dimensions. Vous revenez dans l'espace physique à 3 dimensions, au fond d'un tunnel. Faites une expérience. Et vous voyez se produire des choses telles que décrites par les équations. C'est quand même une sorte de miracle. D'ailleurs, Wigner parlait de miracle. Il dit c'est un miracle. D'où vient l'efficacité des mathématiques en physique? Donc le humainement prend deux sens possibles. Ou bien c'est un langage humain. C'est ce que disait Kant. Dans la préface de la critique de la raison pure, il dit, ben voilà, les mathématiques, c'est la raison. Et la raison, c'est ce par quoi nous forçons la nature à obéir à notre projet. Donc pour Kant, une mesure physique, c'est une torture. La nature ne sait pas compter, elle ne sait pas ce que c'est qu'un chiffre. Mais notre raison l'oblige, sous la torture, ça s'appelle une expérience, à cracher des nombres. Ou bien, les mathématiques sont du côté de la nature, et c'est nous qui devons les apprendre pour pouvoir causer avec elle. Et vous voyez que le sens du mot humainement, c'est très important. Il va changer, selon le sens que vous lui donnez, le statut de l'expérience. Ou bien l'expérience est une opération passive, vous enregistrez des choses, des nombres qui sont déjà là, ou bien c'est une opération active par laquelle vous transformez le réel. Ok ? Maintenant, je n'ai pas tout à fait compris, je n'ai pas entendu en fait. J'ai cru comprendre que est-ce que le temps dépend de nous ou pas, de l'humain ? La question après, c'était les génies de la chute des corps sont capables de violer votre loi de cours du temps. Ils sont capables de revisiter une image du passé, de la déconstruire à 100% et de reconstruire un monde nouveau avec une nouvelle équivalence quantifiée. Ouais. C'est les seuls à faire ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on perd aujourd'hui quand on parle d'une idée d'un génie, il n'y en a que 5, qu'est-ce qu'on perd aujourd'hui dans la traduction? C'est-à-dire l'irréversible, on le perd. Toutes nos lois fondamentales sont réversibles. Et donc, en faisant la traduction aujourd'hui avec notre mode de pensée d'avant, mathématique, on perd systématiquement une dimension qui est fondamentale. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on perd exactement? Je ne saurais pas dire, hein, mais il y a une autre façon de voir le truc, c'est que quand on lit les anciens, Héraclite ou d'autres, évidemment, on rétroprojette le sens qu'on a. Par exemple, quand Héraclite parle du temps, est-ce qu'il a dans la tête quelque chose qui ressemble peu ou prou à ce que nous on appelle le temps? Alors Démocrite, c'est un autre sujet, parce que Démocrite
Alors, vous savez, il y a des philosophes qui disent que Démocrite a pensé à un atome qui n'est pas du tout un objet, c'est un concept, etc. Et puis, au CEA, où je travaille, et puis dans d'autres grands laboratoires, quand on parle de l'atome, on met toujours un buste de Démocrite, dont on loue le génie pour avoir eu l'intuition de l'atome avant tout le monde, en oubliant deux choses. Premièrement, l'atome de Démocrite n'existe pas, et on sait qu'il n'existe pas. Deuxième chose, l'atome qui existe n'a été préalablement pensé par personne. L'atome avec les protons, les neutrons, le noyau, les électrons, la mécanique quantique, ça c'est un truc que personne n'avait imaginé. Et donc je ne comprends pas, évidemment les Grecs étaient des génies, c'est pas la question. Mais je ne comprends pas pourquoi on en fait les précurseurs d'objets qui n'ont rien à voir avec ceux qu'ils ont pensés. Alors l'argument quand même, c'est que les choses qui n'existent pas pour rien. C'est-à-dire que le fait d'avoir eu l'idée de l'atome a déclenché des débats, des discussions, des arguments qui, 2500 ans plus tard, ont conduit à la découverte d'un truc qu'on a appelé l'atome, qui n'a rien à voir avec l'atome, les Grecs. Mais sans eux, on n'aurait peut-être pas découvert l'atome.